Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici une première capsule pour vous donner un supplément d'informations sur les notions qui sont dans le chapitre 7 qui traite du travail et de la puissance mécanique. Donc, c'est des notions que vous avez déjà abordées en quatrième secondaire, qu'on va approfondir dans ce chapitre-là en physique de secondaire 5. Une première notion très importante de réaliser, c'est que en physique, quand on parle de travail, ça signifie qu'il y a une énergie qui va être transférée à un corps qui sera en mouvement. Donc, c'est très important de se rappeler que si l'objet n'est pas en mouvement, il n'y a pas de travail. Donc, dans l'exemple qu'on voit à la page 158, un homme fort qui soulève un poids incroyable, si le poids est immobile, l'homme peut forcer à se péter les veines du front. Il n'est pas en train de faire un travail parce que l'objet ne se déplace pas. Donc, en mécanique, il faut absolument qu'il y ait un déplacement pour qu'on considère qu'il y a un travail qui a été effectué sur un objet. Donc, à la page suivante, vous avez quelques rappels. Donc, en quatrième secondaire, vous avez vu qu'il y a une relation entre le travail et l'énergie. En fait, un travail va apporter une variation de l'énergie à un corps. Donc, je peux faire tout de suite un exemple avec le skieur qui tire le traîneau. Si au départ, le skieur et le traîneau sont immobiles, quand le skieur se met à avancer, il y a une force de tension qui va s'appliquer dans la corde et ça va créer le déplacement du traîneau. Donc, le traîneau va avoir une variation de son énergie. Il va acquérir de l'énergie cinétique qui est liée au mouvement. Donc, tant que le traîneau ne se déplace pas, il n'y a pas de variation de son énergie. Donc, il n'y a pas de travail. C'est ce que vous avez vu en quatrième secondaire. Donc, le travail correspond à une variation de l'énergie sur un objet. Vous avez également traité de la force efficace. Donc, la force efficace, on va le revoir un petit peu plus loin, ce sera la force qui sera orientée directement dans le sens du mouvement. Et finalement, le travail, ce sera un lien entre la force efficace et le déplacement de cet objet-là. Donc, à la section 1.1, on vous indique ici que le travail, qu'on identifie par la lettre W qui est en italique, qui provient de work en anglais tout simplement, sera un transfert d'énergie qui sera causé par une force qui va agir sur un corps qui se déplace. Le mot qui se déplace est super important. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de travail. Donc, dans le cas du skieur ici qui va tirer le traîneau, on devra s'intéresser à la force efficace parce que le travail sera mesuré par le déplacement du traîneau qui aura été occasionné par une partie de la force qui sera directement dans le sens du déplacement. Donc, à la figure 7.1, on peut voir que le skieur tire le traîneau avec une corde qui fait un certain angle par rapport au traîneau. Donc, la force de tension dans cette corde-là permet de faire avancer le traîneau, mais vient alléger légèrement le traîneau du sol parce qu'il y a une composante de cette force-là qui sera orientée vers le haut. Donc, nous, c'est la composante qui va nous intéresser. Ce sera la composante qui sera orientée directement dans le sens du mouvement. Ce sera donc la composante horizontale que vous voyez ici en pointillé rouge. Et cette mesure-là, on peut la trouver en utilisant le cos de l'angle et la force gravitationnelle, la force de tension qui était dans le câble ici. Cette notion-là de force efficace devient donc nécessaire pour calculer le travail effectué sur le traîneau. Donc, à la page suivante, la formule très importante qui va vous permettre de calculer le travail sera donc de, je la souligne ici, multiplier la force efficace par le déplacement. Donc, delta S ici signifie le déplacement de l'objet. Pour trouver notre force efficace, on l'a vu à la page précédente, on peut faire la force fois cos de l'angle. Donc, le travail peut se calculer en faisant la force fois cos de l'angle pour trouver la force efficace et multiplier ensuite par la variation de position qui correspond donc au déplacement mesuré en mètres de l'objet. À partir de cette formule-là, vous pourrez faire des calculs et on va obtenir 5 situations possibles, 5 valeurs particulières pour le travail. Donc, le travail
c'est une variation d'énergie. Donc, ce n'est pas vectoriel, mais on peut quand même donner un sens à un travail qui serait positif ou négatif. Donc, de quelle façon on va interpréter ça? Ben, si la force est utile au déplacement d'un corps, ben, le travail effectué par la force sera positif. On dira que l'action de la force fait donc augmenter l'énergie au corps qui la subit. Si au contraire, la force nuit au déplacement du corps, ben, le travail à ce moment-là sera négatif et l'action de la force fera perdre de l'énergie au corps qui la subit. Donc, vous avez ces exemples-là juste en dessous dans le tableau 7.1. Donc, si la force est orientée directement dans le même sens que le déplacement, comme on voit ici premièrement, ben, on va obtenir un travail qu'on appellera maximal, parce que la force et le déplacement sont orientés exactement dans la même direction. On pourra obtenir un travail positif, mais qui ne sera pas maximal, si la force est orientée de façon à ce que la composante de la force qui sera parallèle au déplacement a une certaine valeur. Donc, ce sera pour des angles entre 0 et 90 degrés. On peut voir ici le vecteur force et on peut comprendre qu'il y a une partie de cette force-là, la composante ici, qui sera orientée dans le même angle, dans la même direction que le déplacement. Donc, ce n'est pas un travail qui est maximal parce que la force ici, ben, il y a une partie de cette force-là seulement qui va effectuer un travail, puis il y a une partie de la force ici, la composante en Y, qui ne sera pas utile au travail. Donc ça donne un travail qui est positif. Un travail nul, ben, ce sera quand la force sera perpendiculaire au déplacement. Donc la force n'aide pas au déplacement, elle ne nuit pas au déplacement non plus parce qu'elle n'est pas orientée vers l'arrière. Donc ça sera un travail qui est nul. Le travail négatif, ben, on va le voir quand la force commence à avoir une composante orientée comme ça ici. Donc, cette composante-là va venir s'opposer au déplacement. Ce serait le cas, par exemple, de la force de friction qui pourrait ralentir le traîneau dans l'exemple précédent. Donc, ça veut dire que la force ici va effectuer un travail qui sera négatif. Et ce sera pour des angles compris entre 90 degrés et 120 degrés qui sont ici. Et finalement, dernier exemple, c'est lorsque la force peut faire un travail minimal. Et ce sera une force, comme vous le voyez dans l'exemple ici, qui sera orientée directement en sens contraire du déplacement. Donc, à nouveau, la force de frottement avec le sol pourrait représenter ici une force qui va engendrer un travail qui serait minimal. Donc, ces informations-là sur le travail vont vous permettre de faire les numéros des pages suivantes. Et ça nous amène à la notion de puissance, qui est à la page 165 de votre cahier. Donc, la notion de puissance mécanique, elle est simple. La notion de puissance, ce sera une mesure de la quantité de travail qui sera effectuée par unité de temps. Donc, puissance qu'on identifie par la lettre P. Et puisqu'on s'intéresse à la quantité de travail par unité de temps, ben pour le déterminer, on va être en mesure de tout simplement faire la quantité de travail divisée par le temps. Et ça va nous donner la puissance. Donc, pour déterminer la quantité de travail, on se réfère à la formule qu'on a vue précédemment. Et ça va vous permettre de faire des calculs de puissance. Je vous invite maintenant à consulter à nouveau la planification qui est dans ECHO pour voir le travail à faire sur le chapitre 7.